Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e des trucs pour remplir le fond. C'est bien le 8e. Un podcast fait à l'arrache avec une musique de fond qui j'espère ne vous gêne pas. Sinon dites-le, je peux toujours l'enlever parce que j'enregistre sans. Puis c'est un podcast qui parle d'activités, que ce soit de la chaîne What a Fail que vous voyez dans le magnifique logo si vous êtes sur YouTube. Sinon il y a Spotify et Apple Podcast, même si je fais ce que je peux pour les mettre quand je peux, c'est-à-dire quand je n'oublie pas. C'est pas des podcasts qui sont liés entre eux et je parle d'absolument tout, que ce soit actu de la chaîne ou choses liées au milieu, on va dire, de l'influence, comme on dit, mais plus des gens qui font des vidéos et du storytelling, voilà. Et c'était du coup pas censé être un podcast qui allait arriver, mais il y a des choses à dire. Et donc, comme d'habitude, à chaque fois, je vais chapitrer tout ça pour passer ce qui vous intéresse, à ce qui vous intéresse, parce que vous n'avez rien à foutre de mes actus, vous n'avez rien à foutre d'avoir d'un sujet. Mais aujourd'hui, on va parler des actus que j'ai, que ce soit un petit drama que j'ai eu sur Twitter, enfin... Oui, on peut dire ça, oui, on peut dire un drama. En fait, il n'y a pas eu énormément de répercussions et c'est pas gravissime, donc dans l'absolu, appelez ça comme vous voulez, on va dire drama pour ça. Une vidéo dans plus longtemps, mais c'est mieux. Et après, j'ai parlé d'un sujet qui est intéressant parce que c'est encore remis sur la table et c'est encore dit comme de la merde, qui est: est-ce que le métier d'influenceur c'est vraiment dur ou est-ce que c'est vraiment plus dur que d'autres métiers, machin, etc. Je vais essayer de donner une réponse intéressante parce que souvent il y a des réponses qui sont données un peu à l'arrache et je trouve ça un peu dommage. Et on va finir sur une petite manière, sur la manière dont j'écris. Je sais pas si le podcast va durer vraiment plus longtemps que les autres. Je pense peut-être qu'il va durer dans les 45 minutes, 1 heure. En réalité, vous le savez, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le dire. Mais voilà, donc on va commencer. Déjà dans les actus, je pense qu'on va commencer d'abord sur la vidéo, parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens. En théorie, je suis censé sortir une vidéo tous les mois, donc ça dépend, tous les fins de mois, en tout cas toutes les 5 à 6 semaines à peu près. En général, on va pas vraiment plus loin que ça. Je suis seul à la barre, mais en réalité, on peut considérer aussi mon agence qui me donne des sponsors, etc. Mais voilà. Dans l'idée, je fais une vidéo toutes les 5-6 semaines max parce que c'est ce qui me va, mais en général c'est toutes les 3 semaines, 4 semaines environ, ce qui est en général un miracle de faire des vidéos un peu longues qui ont un intérêt, qui sont faites avec du taf sur le montage, sur l'écriture, etc. Et avec ma vie qui change, l'IRL qui change en tant que tel, en bien. C'est un peu plus compliqué de faire des vidéos longues sur quelques semaines. Et donc au final, la vidéo qui était censée sortir là en avril, sortira en mai. En gros, ce que je vais faire, c'est que la vidéo était largement en cours d'écriture, c'est-à-dire que c'était bien avancé. J'expliquerai où est-ce que j'en étais dans mon update sur la manière d'écrire. Mais en fait, il restait genre 5-6 jours grand max pour faire la voix off et le montage. Alors, vous pourrez dire oui, c'est facile, etc. Mais en réalité, ça allait passer de peu parce que j'avais largement pas fini l'écriture. La voix off, faut la faire. Et pour tout ce qui est montage, ça prend un petit peu de temps. En général, on est aux alentours de 8 minutes par jour. Au final, ça prend quelque chose comme 5-6 jours à faire une vidéo, mais c'est 5-6 jours à genre 12 à 14 heures par jour. Et c'est pas super intéressant. C'est pas quelque chose qui est très kiffant à faire, et je préfère éviter de le faire. Et là, c'était vraiment trop. C'est-à-dire que c'était trop stressant. C'était trop dur de gérer la pression de la deadline qui était liée à une sponsor que j'ai acceptée. C'est un problème qui est lié à moi, et rien qu'à moi. Le sponsor il n'y a rien de problématique avec eux, il n'y a rien de problématique avec mon agence, c'est juste moi qui ai accepté un truc que je n'ai pas su tenir, parce que j'estimais que je pouvais sortir une vidéo sans problème toutes les 3-4 semaines, et c'est plus possible, parce que la vie avance, parce qu'avant j'étais chez mes parents tranquille, et que c'était tout géré, maintenant je suis dans un appart, j'ai d'autres choses à gérer, qui font qu'au final... ça prend plus de temps, c'est marrant, avoir une vie, ça fait que les vidéos prennent plus de temps, c'est marrant. Non mais en vrai, voilà, c'est des choses qui s'allongent, il y a d'autres choses en plus qui sont rajoutées, qui font qu'au bout d'un moment, c'est plus jouable. Et ce qui se passe du coup, c'est que la vidéo,
Je vais la finir aux alentours du 7 mai, juste comme ça. En tout cas, je me donne cette deadline-là. Comme ça, je le dis au moins, vous savez, et moi, ça me permet d'être sûr que je vais y arriver. Et cette vidéo va sortir en fin mai. Ça veut dire 3 semaines plus tard, je vais me donner 3 semaines d'avance sur la prochaine vidéo qui du coup sortira fin juin, etc. etc. J'essayerai à peu près ça. En théorie, j'essaierai toujours de me donner 2-3 semaines d'avance sur mes vidéos, au cas où, ne serait-ce qu'un truc simple, si je me pète un bras, la vidéo sort pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La réalité, c'est que j'ai eu beaucoup de chance pendant près d'1 an à sortir des vidéos en 3-4 semaines avec un travail souvent de fou furieux à la fin parce que je prends mon temps au début, on va dire, ce qui est un problème, mais ça on en parlera sur est-ce que le métier de l'influence c'est vraiment dur. Du coup, bah ça prend beaucoup de temps, tout ça. Au début, je pouvais le faire et parce que je pouvais rush et que je me suis pas tombé malade parce que je sortais pas énormément non plus. Je suis pas tombé malade, ou je me suis pas pété un bras, ou je ne suis pas fait quelque chose, un souci de santé, ou il y a pas un souci dans ma vie ou quelque chose qui a arrivé de manière impromptue et qui fait que je peux pas sortir la vidéo. À chaque fois, j'ai eu 4-5 jours où je pouvais rush ça sans rien faire d'autre. C'est de la chance en théorie. Là, une fois, vous dites ça va, mais quand vous le faites 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, ça peut arriver. À un moment, j'ai failli pas sortir une vidéo là. C'était celle qui est sortie, donc c'est le futur de la triche, au moment où j'en parle, parce que je me suis tordu la cheville assez méchamment pendant que je descendais des escaliers. Et c'était sur une fille qui était déjà assez fragile. Je m'étais fait très mal un jour à cause d'un magnifique sport qui s'appelle le tennis, que j'ai fait pas mal dans ma vie. Voilà, anecdote à la con, j'en ai fait 15 ans. Ça ne m'a pas vraiment servi, mais c'était très cool. J'espère en refaire l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, c'était pas un flex, hein. C'était juste une anecdote random. Comme ça, vous savez, j'aime bien ça. J'aime bien regarder Roland Garros, Wimbledon, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai une cheville qui est un peu plus fragile que l'autre, et elle s'est tordue, et ça a failli être grave. Ça aurait pu l'être, sincèrement. J'ai entendu des bruits de mon corps où je me suis dit « Oh là là là, ça va mal partir », et au final, ça allait. Mais c'était pas loin, je pense, et en vrai, je me suis rendu compte que ça après, je sortais pas une vidéo, et tu te dis, putain, attends, en vrai, je fais ça, je suis un peu con, en plus, ça me stresse énormément, parce que c'est une stress de la deadline. Je ne sais jamais si je vais réussir à sortir la vidéo telle quelle le jour où il faut, parce que les vidéos sont différentes, parce que c'est pas évident. Donc au final, j'ai pris la décision, quelques jours avant la vidéo, de dire nique sa mère. J'ai dit mon agence, la sponsor c'est mort, on se démerde pour s'en sortir, etc. On gère ce qu'il faut pour y arriver. Ce qu'il a excellemment bien fait, donc merci énormément à lui qui, je pense, n'écoute pas ses podcasts, mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Je vais pouvoir prendre plus de temps, chose dont je me suis rendu compte un peu dans le feu de l'action, mais c'est le genre de dans les moments un peu où c'est vraiment compliqué, où c'est vraiment au plus bas, non, mais au plus bas de la création de la vidéo, donc c'est un bas très relatif ici, qu'on fait les choix importants, et là c'est un choix où je me suis dit non, là c'est plus possible, j'ai pas choisi de faire ça, c'était pas la vie que j'ai choisi de mener au final, donc on arrête ça et on fait ça plus intelligemment, ce qui est pas évident, et j'espère tenir ça sur la suite, on verra sur le long terme. Pour l'instant ça va, mais faut pas que je me retarde trop non plus. Voilà, ça c'est déjà une actualité passée. Maintenant, il y a eu un petit drama. Alors un petit drama, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont pas entendu. Parce que ça n'a pas énormément fait un buzz de fou non plus. Et puis, non, c'est un truc qui se passe sur Twitter, mais ça vaut le coup d'en parler. Il est arrivé un moment où en fait, je regardais Twitter, je scrollais tranquillement, et encore une fois, c'est un petit peu, on va dire, pas à la mode, mais c'est quelque chose qui est pas surprenant en fait en réalité, parce que je l'avais déjà dit il y a plus d'1 an, en réalité, ça fait plus d'1 an et demi ou 2 que je l'avais déjà dit. Est-ce que j'ai envie de dire que je l'avais raison? Oui, cette fois-ci j'ai envie de dire que j'avais raison parce que j'adore lustrer mon ego. Non, surtout qu'en réalité, le storytelling, ça commence à saouler les gens. Et je vais conclure plus tard après ça, je vais conclure sur notre idée après, pour l'instant on va avancer. Le storytelling, ça emmerde les gens, parce que c'est too much, un peu comme les podcasts, comme les let's play, ou comme les fit and fun, ça peut, au bout d'un moment, ça emmerde les gens. McFly et Carlito on avait pris pas mal là, dans la gueule à un moment, il y a eu un ras-le-bol sur la vidéo très connue du théâtre, je sais plus comment c'est, enfin le stand-up de merde, je crois ça s'appelait. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose qui avait pas mal énervé les gens, et le storytelling en prend pour son grade aussi, au passage.
Et il y a eu quelqu'un qui a dit, qui a QRT qui a quote le tweet en question, qu'on avait marre du storytelling. C'était une vidéo sur de Combo en question, sur Cookie Clicker, où le titre, évidemment, quand t'es pas trop dans la vibe, tu peux trouver ça ridicule. Ce qui est compréhensible d'un certain point de vue, mais de l'autre, on n'a pas vraiment le choix. Donc je les comprends. En réalité, je les comprends. Et quelqu'un a dit, il faut tuer les storytellers, sauf qu'il a supprimé, enfin, il a censuré le tuer, mais c'était un peu évident, genre, ça allait pas être autre chose. Quoi qu'il en soit, ce tweet, je l'ai vu passer, et j'étais dans un matin où j'étais en mode, je vais pas laisser passer ça. Et du coup, je voulais jouer un peu la carte du moi je fais des vidéos storytelling, moi j'aime bien. Alors, ce que j'ai dit, c'est j'aime bien. Je vais pas rechercher le tweet, mais vous pouvez le retrouver assez facilement. Sinon, je le mettrai en description. Je pense que c'est plus intelligent. Donc, je le mettrai en description où je dis. Voilà, moi je fais du storytelling. Moi, c'est toujours un kiff de parler des jeux que j'aime bien et de divertir intelligemment les gens. C'est pas toujours très simple. Donc, pourquoi tu veux me tuer? Je voulais jouer un peu la carte du mec. Tu parles à un être humain. Vas-y, calmos, ça va bien se passer. Genre, t'as le droit d'être pas content, t'as le droit de ne pas aimer. Y a pas de souci à ça. Mais au bout d'un moment, on va se calmer. Tu vois, le sous-texte est évident. Le sous-texte évident, c'est faut que ça s'arrête. Ça suffit, il y en a trop. Voilà, ok, le sous-texte était évident, mais c'est pas pour autant qu'on doit parler comme des cons, genre c'est un peu ridicule. Donc voilà, je fais mon tweet et puis très content, hein, comme d'habitude, à envoyer publier très content. Donc voilà, et puis voilà, ça fait du bruit, en réalité ça fait du bruit, ce qui était un peu l'idée, on va être honnête, c'est un peu l'idée de faire un contrepoint en mode, vas-y, au bout d'un moment ça va, genre vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire des choses, mais au bout d'un moment faut se calmer quoi. Et il y a quelqu'un qui a QRT ce tweet en disant divertir intelligemment, c'était quelque chose comme c'était en gros c'était divertir intelligemment, excuse-moi Stephen Hawking ou je sais plus quoi, c'était quelque chose comme ça. Je dis ça de tête parce que je me souviens qu'il y avait Stephen Hawking dans le truc et que voilà il y avait mon divertir intelligemment qui était cité sans plus. Après je sais plus exactement comment c'était, mais c'était l'idée. Et en fait, cette personne avait fait un thread de l'entièreté de références que j'avais fait dans mes vidéos, de ce que je considère comme des références, que je considère comme du plagiat à ce niveau-là, qui sont des endroits où je référence Chroma, Cross de Karim Debache, Durandal, est-ce qu'il y a d'autres refs? Oui, il y a The Great Review qui était involontaire sur ce coup-là. Et il y a eu pas mal d'autres, il y en a eu une dizaine, je crois, quelque chose comme ça, qu'il a vu dans mes vidéos. Déjà, merci de regarder autant mes vidéos, c'est très gentil, merci de la regarder avec autant d'attention. Et donc voilà, donc ça poste ça. Et en gros, bah oui, dans mes vidéos, c'est pas rare qu'il y ait de ce que je considère comme étant des références, qui sont des choses que je mets dans mes vidéos, qui sont repris d'autres vidéos, mais qui sont toujours changées ou dans un autre contexte qui fait que bah, ça a un intérêt. Par exemple, j'ai repris régulièrement ce que fait Karim Debache à chaque fois à la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il donne une espèce de morale qu'il met en texte en texte blanc sur fond noir. Et c'est quelque chose où il dit, par exemple, le cinéma ne devrait pas être fait avec des putains de considérations pécuniaires. Je crois que c'était quelque chose comme ça, ou je sais plus exactement la phrase. Et je l'avais repris en disant le jeu vidéo ne devrait pas être fait avec des putains de considérations pécuniaires, en parlant de la chute des serveurs sur Minecraft. L'idée qu'il y avait derrière à mes yeux, c'était de faire un parallèle au passage. Les gens auront la référence, comprendront que ça vient de quelque chose qui est lié au cinéma, et au final, bah, c'est intéressant parce que les jeux vidéo et le cinéma ont énormément de parallèles, d'où Crost qu'a fait Crost qu'a fait Karim Debache, qui était parlé d'adaptation au cinéma de jeux vidéo. Donc moi, c'était intéressant, c'était des références où je me disais, bah, les gens vont être contents, etc. Et y a pas de souci. Donc toutes ces références-là, c'était lié à ça. J'ai pas cité la référence expressément parce que justement, ça en était une et que je voulais qu'elle soit un peu cachée. Je volais pas le contenu en tant que tel. Et c'était sur des sujets totalement différents. En question, lui, il parlait de Mac Enemy, d'un film qui s'appelait Mac Enemy, qui est un peu un repompage d'E.T., et même un repompage d'E.T. assez sale, et qui avait plein de placements de produits. Moi, je parle des serveurs Minecraft qui ont plein de microtransactions, etc., et d'envie de faire de la thune, en fait. Et c'était les deux points intéressants, c'est que il y a un parallèle entre les deux. Donc je voulais faire ça sans être trop montré, parce qu'en réalité, au passage de la vidéo, ça niquait le mood que j'ai essayé, qui était de plus en plus énervé. Il y a d'autres passages qui sont comme ça, j'en cite un, mais tous les autres sont un peu faits dans la même idée.
Il y en avait d'autres, il y avait d'autres, par exemple Durandal en question, où au moment dans la vidéo, c'est le futur de la triche, non c'est pas le futur de la triche, c'est jusqu'à quand pourra-t-on stocker internet, où je parle de la compression, je prends une couleur qui dit bah ça c'est taupe et ça c'est taupe, un point plus clair. Et en fait c'est une référence à une vidéo de Durandal qui est les salles de cinéma partent en couille, où en gros ils gueulent sur le fait que les écrans, bah ok ils ont plus de pixels, ils ont plus de couleurs, etc. mais c'est ridicule par rapport au prix qu'on offre. C'est des références qui étaient juste des références. Et évidemment, pris hors contexte, enfin hors contexte, sans le contexte de la vidéo derrière, et mis comme ça, bah évidemment, il y a des gens qui étaient en train de dire, bah va te faire enculer, voilà quoi, pourquoi tu fais ça quoi. Et moi j'étais en mode, bah ouais, mais si tu prends le contexte de beaucoup de vidéos, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est beaucoup des références. Et il y a des gens dans les commentaires qui avaient défendu ce point, et bah évidemment, il y a des gens qui peut-être regardaient mes vidéos, en fait c'est difficile de savoir s'ils regardaient mes vidéos ou pas, qui ont dit, bah vas-y, ça fait chier, et d'autres qui ont dit, bah vas-y, c'est un connard, mais il regarde pas mes vidéos, ça se voit, ça se sent, ça se sait, et en plus, parfois, il le dit directement. Donc t'es en mode, ouais, ok, bon, bah voilà, moi je réponds en disant, bah voilà, c'est des références, moi j'aime bien ces gens, c'est des gens qui m'ont littéralement donné envie de faire des vidéos, auxquelles j'ai envie de faire des vidéos très ressemblantes, je continue à en faire, il y en a énormément, beaucoup plus que ça, il y a des musiques qui viennent, il y a des musiques qui sont des références directes à certaines choses, il y a des paroles, des blagues, des choses comme ça. C'est énormément de références parce que j'ai grandi énormément avec YouTube, avec Internet de mes 10 ans à maintenant. Il fait ce que je parle beaucoup en référence, ne serait-ce que moi, je parle beaucoup en référence. Donc, bah, c'est pas surprenant en fait. C'est pas surprenant que j'en fasse aussi dans mes vidéos. Et bah, ça plaît pas à certaines personnes. Et ça considère en passage divertir intelligemment, que je divertis pas intelligemment. Bon, je vais passer entre parenthèses ça très rapidement, mais dans mes dernières vidéos, je parle de comment fonctionne une IA, comment on fait de la compression, comment Internet fonctionne, comment oui, les fonctionnements, les limites de Wikipédia, l'intérêt du temps et de comment on le dépense avec The Longing par exemple, ou des choses comme ça. C'est pas tout le temps des trucs super smart, mais j'essaye toujours de rajouter du fond. C'est justement ce que les gens apprécient dans mes vidéos, j'ai l'impression, c'est que je rajoute du fond, quelque chose qui est intéressant. En plus, c'est jamais des trucs monstrueux, il y a des choses parfois ça l'est. La prochaine vidéo, justement, je l'ai décalée parce qu'elle est vachement déter, hein. Il y a quand même des points un peu... Bah ça fait, en fait, on tranche presque avec de la banlette artistique, donc c'est pas évident en fait à faire des vidéos comme ça. Et je veux pas perdre des gens. Et ne serait-ce que l'IA a perdu des gens. L'algorithme de la valeur qui a changé le jeu vidéo, pareil, c'est par d'un algorithme très complexe en réalité, enfin très complexe. Les gens qui seront en informatique me diront que non, mais la réalité c'est que c'est très complexe pour le commun des mortels. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour être intelligents, je sais pas, juste... ouais, je vais vous raconter l'histoire de ce mec qui a fait un record du monde, c'est ce que je faisais avant, mais plus maintenant, j'essaie de faire un peu mieux, etc. J'essaie de faire quelque chose qui m'intéresse et qui donne de la re-regardabilité à mes vidéos. Et bref, du coup, voilà, et je vois pas en quoi ça enlève le point, là, je voulais développer ça. Et du coup, voilà, et en fait, ce mec a continué, hein, le mec en question a continué un pressing en prenant des vidéos, la vidéo Superman Galaxy que j'apprécie beaucoup personnellement, où en fait, alors, dans la vidéo, il y a un moment où en fait, il y a l'histoire d'Harmonie en live. Le fait est que les gens pensent régulièrement que je pleure pour de faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette histoire, je ne sais pas pourquoi, mais elle me met très très mal. C'est très dur pour moi de voir ça. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein, je pense qu'il y a un lien avec le fait qu'un enfant innocent qui voit sa mère perdue, qui est dans le déni là-dedans, etc., ça fout énormément les boules, mais c'est ma sensibilité. Bref, et du coup tu vois ça, t'es en mode non mais là au bout d'un moment tu cherches, genre t'essayes juste de me foutre dans la merde, donc le truc c'est fini plus ou moins là, et le drama c'est recentré sur le fait que je fais du plagiat, etc. Il y a même une vidéo de Psyodélique qui est sortie pour ça. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Dedans, en question, parce que je l'ai vu, dedans, parce que ça m'intéresse quand même, je regarde un petit peu, parce que Psyodélique, je sais qu'il me suit depuis 2-3 ans. Merci de me suivre déjà, mais peu importe qui c'est, je m'en fiche, on s'en fout. Je suis pas très fan largement de moins en moins fan de ce qu'il fait. J'aimais bien au tout début, maintenant je suis pas du tout d'accord. Enfin voilà, bref, c'est pas une question d'idée qui dit dedans, c'est juste que c'est du drama constant. Je sais pas comment tu peux vivre mentalement en étant tout le temps comme ça. S'il y arrive, force à lui, bien joué, mais c'est quand même assez compliqué. Quoi qu'il en soit, il a fait une vidéo là-dessus où il raconte ça et dedans, c'est quelque chose qui est assez triste, je trouve. Il en conclut que je suis un copycat, enfin que je suis pas copycat, mais que je copie pas mal et que je ferai que j'ai de la personnalité. C'est dommage, venant de quelqu'un qui regarde mes vidéos et qui sait très bien les références en question.
C'est dommage, c'est tout. Après, ça dépend, je sais que ça dépend des gens. Il y en a certains qui diront que oui, il y a de la personnalité, machin, et d'autres qui diront non, ça ressemble beaucoup à du storytelling, parce que le storytelling est très codifié. Donc au final, je comprends un peu le point dans l'idée où en fait, ça dépend si t'es fan du storytelling ou pas. Sinon, si tu le vois en fait, qu'il y a un peu de personnalité par rapport aux autres. Mais si t'as l'habitude, enfin, tu t'aimes pas les codes du storytelling, évidemment tu vas dire il est comme tout le monde ce connard. Donc c'est compliqué un petit peu, et c'est dommage, mais c'est pas grave. Je suis juste un peu attristé de ce que ce drama donne. C'est-à-dire que je pensais pas vraiment que des gens pouvaient vraiment autant m'en vouloir sur ce que je fais. Alors, est-ce qu'il y a des raisons viables? Au début, je notais en disant, bon, ok, j'éviterai les refs, mais d'un côté, je me suis dit, attends, c'est ce que j'aime, je vais pas m'enlever pour ça, quoi. Donc, et la majorité était pas vraiment d'accord. Si tout le monde me disait, non, on va te faire foutre, t'es un connard. Ok, assume, je le fais pas. Mais là, c'était un peu compliqué, il y avait des gens qui étaient d'accord, des gens qui étaient pas d'accord, c'est pas forcément évident, et la plupart des gens qui sont vraiment pas d'accord, en général, ça se ressent, ou ils le disent, qu'ils voient pas les vidéos, donc c'est très dur de les prendre comme intérêt. Moi, je vois plus mes commentaires où ils sont contents d'avoir la ref, il y a personne qui me dit « Sale enculé, tu plagies du Randall, tu plagies Karim Debache », je vous invite énormément à regarder les vidéos qui sont très cool, les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal, et même il y avait Stanley Kubrick dedans qui était sympa, dont il parlait, et Karim Debache qui est évidemment excellent. Voilà. Et du coup, voilà, c'est un petit drama qui en plus m'avait un peu emmerdé parce qu'en réalité, je faisais ma vidéo à ce moment-là et ça m'a un petit peu. En fait, ça refout une pression. En réalité, ça fout une pression parce que je peux pas dire que ça m'a pas atteint. Ça m'a un peu atteint. J'endors bien la nuit quand même, faut pas déconner. Mais c'est quelque chose où tu fais, vas-y, je suis attendu au tournant. Il y a des gens qui sont prêts à m'attendre au tournant pour des erreurs, enfin, ce qu'ils considèrent comme des erreurs, ce qu'ils considèrent comme des volontés, dépendant du point de vue, je comprends qu'il y a différents points de vue à chaque situation, et je sais qu'il y a des gens qui attendent le tournant. Et ça fout une légère pression. Tu te dis, vas-y, faut pas trop se foirer, quoi. Ce serait mieux d'éviter de reprendre une sauce. Alors après, tu peux me dire désactive Twitter, ce qui est vrai, mais bon, non, au max, on évite de se foutre dans la merde, hein, genre, ce serait bien. Et c'est quelque chose un peu, qui m'a foutu un peu plus la pression, et qui m'a foutu un peu un stress en disant vas-y, faut que je fasse pas de la merde. Parce que des gens m'attendent. En réalité, je l'ai déjà, mais ça fout un peu plus de pression parce que ça rend la chose plus réelle. Ça veut pas dire oh mon dieu, les gens savent ce que je fais, mon dieu, ils savent que je plagie. Non, c'est pas l'idée. C'est juste. Ils savent. Ils savent que je suis là. Ils savent que. Il y en a qui m'aiment pas du tout. Et ouais, c'était statistiquement probable, mais c'est rare de le voir. Et le voir, tu fais ah ouais, quand même. Genre, il y en a certains, tu vois ce qu'ils ont dit, t'es en mode quand même. Excuse-moi, je fais des vidéos parce que ça me fait kiffer. En question, Combo a supprimé le tweet, mais je vais le citer, peu importe que ça peut. Ce que ça apporte rien, mais c'est intéressant de voir ça. Et il dit, sur ce drama avec le « il faut tuer les youtubeurs storytelling », il a marqué POV, tu parles d'un jeu que t'aimes bien pendant 18 minutes 30. En fait, il est un des premiers à accepter que 700 000, voire 1 million de vues pour ces vidéos-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est sûr que c'est beaucoup, mais 1 million de vues en 2025, c'est pas 1 million de vues en 2015. On a beaucoup cette impression qu'1 million de vues, c'est énorme. C'est énorme. On n'enlève pas que c'est énorme. C'est gigantesque et je l'ai pas énormément atteint. Donc je peux pas dire, ah, c'est tranquille, machin. Non, c'est énorme. Mais t'as pas touché le YouTube français entier, et il y a beaucoup de chaînes que je vois à 500, 600, 700, 800, 900 000, voire 1 million, voire 1,5 million abonnés que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Il y a même des gens qui s'abonnent sur ma chaîne, parce qu'on peut voir qui s'abonnent en fonction du nombre d'abonnés. Ils ont 1 million d'abonnés, je suis en mode, mais c'est qui ce mec? Genre, je ne sais pas qui c'est pas ma bulle internet, c'est tout. Et ces nombres de vues, en fait, ça se justifie par le fait que le storytelling, ça peut être soit du let's play glorifié, soit des théories, ça peut être des théories ou juste raconter une histoire, et peu importe quel est votre rapport à la qualité avec ça, c'est une qualité qui est indéniable par rapport au reste. Par rapport au reste, le storytelling n'est pas meilleur, mais il est beaucoup plus travaillé. Par rapport à un mec qui va parler d'une histoire sur sa cam, ou par rapport à un mec qui va faire quelque chose de très scientifique. En fait, le storytelling est un peu entre deux. Moi, en tout cas, le mien, surtout. Les autres, ça, je peux pas dire pour tout le monde, en fait. Ça, le problème, c'est que je peux pas dire pour tout le monde. Mais sur le mien,
essayer de faire un entre-deux entre faut que ça soit intéressant et drôle et sympa à regarder, et faut qu'il y ait l'ajout de l'histoire cool, etc. Faut que ce soit travaillé. Et de la science au passage, il faut. Quoi qu'il en soit, c'est un mélange des deux qui n'existe pas. Il y a beaucoup de demandes sur le fait que les gens veulent du contenu de qualité et intelligent, et il n'y en a pas énormément, parce que c'est dur à faire, parce que ça reste, quoi qu'il arrive, difficile à faire. Essayez pour pour que vous compreniez, s'il faut, mais quoi qu'il en soit, c'est pas évident à faire. Ça veut pas dire que dans 4-5 ans, ce sera pas quelque chose de complètement démodé et ridicule, et qu'il y aura quelque chose de largement mieux. Ça veut pas dire que c'est le bout du bout de la qualité. C'est juste, ça a une valeur ajoutée qui est apportée par pas grand chose à côté. Soit les gens sont très forts en analyse, soit les gens sont très forts en fun, mais le milieu n'existe pas vraiment. Et le storytelling, je pense qu'il arrive à taper au milieu, voire même à faire, pour les très très bonnes vidéos, à faire des vidéos qui peuvent être très profondes tout en étant très intéressantes. Ce qui est excessivement dur à faire. La majorité des gens n'arrivent pas à faire les deux en même temps. Et les storytellers essaient de se démerder comme ils peuvent, mais c'est pas évident non plus. Quoi qu'il en soit, cette demande, elle est pas assez remplie, et donc le storytelling prend un peu cette place, le très bon storytelling. Parce que, en réalité, c'est là où je vais en venir, je comprends un peu pourquoi ils disent que le storytelling c'est pas ouf. Parce que je me suis dit je vais explorer un petit peu ce qui se passe, parce que vous comprenez bien que vu que je fais des vidéos sur storytelling, je vais pas beaucoup en regarder. C'est pas mon kiff. Bon. Et quand on regarde l'immense majorité des gens qui font du storytelling, qui sont moins connus, c'est sûr que c'est parfois des bonnes surprises. Il y a des gens, franchement, bon courage, force et honneur, je crois en vous. Il y a d'autres gens, ce qui est beaucoup plus la plupart, parce que c'est logique, hein, en termes de probabilité, c'est logique. La plupart, ça a pas beaucoup de fond, ou alors c'est très basique, ou alors c'est mal géré, ou alors c'est... En fait, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui font que ça peut être mauvais. Il y a plein de manières de rater. Hein. La meilleure chose qu'on peut faire, le truc le plus facile qu'on peut faire sur quelque chose de difficile, c'est de rater. Et là, c'est souvent raté. Et quand tu regardes une vidéo avec une miniature qui dit ça va être de la qualité et un titre qui est travaillé, voir une vidéo pas folle derrière, c'est casse-couille. Et je les comprends. Il y a beaucoup de vidéos, et je vais dire ça va être dur, et ça veut pas dire que je me mets au-dessus, mais ça veut dire que je me mets d'un point de vue viewer. Il y a beaucoup de vidéos storytelling, je ne reste pas 2 ou 3 minutes dessus. Les miennes, sincèrement, pour avoir essayé d'avoir un point de vue vraiment critique dessus, certaines je pense que non, d'autres je pense que oui. Mais en réalité, énormément de ces vidéos-là, je reste pas 2-3 minutes dessus, et je comprends que ça saoule les gens. Les gens qui aiment pas ça, encore moins les codes. Quand ils voient énormément de vidéos, ils cliquent dessus, ils s'attendent à quelque chose de cool, et au final, c'est pas super bien fait, c'est forcé, c'est soit des trucs trop basiques ou trop horreur, mais l'horreur un peu mal faite, où on va essayer de faire des bruits de montage qui font peur. C'est bizarre, c'est pas bien fait, ça marche pas bien, et c'est frustrant, et ça énerve, et je comprends que des gens en ont marre. Sincèrement, je comprends que des gens en ont marre. Et pour autant, je fais ces vidéos-là, mais je comprends. Et c'est un peu triste, parfois, quand tu te démènes à faire des trucs vraiment bien, soit de te retrouver dans cette situation où tu te dis, au fait, c'est pas si mal, c'est pas si ouf que ça, soit de te retrouver dans des situations où tu te dis, je suis remis à la place des gens qui essayent, tentent, parfois ils sont moins forts, parfois ils ont besoin de plus de vidéos pour s'en sortir, etc. Mais au final, on s'en fout. Quand t'es viewer, tu regardes une vidéo, tu dis pas, c'est la 8ème vidéo, machin, etc. Toi, tu regardes la vidéo, tu dis, c'est de la merde ou c'est pas de la merde. Et quand t'es remis dans cet espace-là et que les gens t'en veulent, alors que toi, t'es en mode, regardez, j'essaye de faire quelque chose de cool, je sais que c'est pas super ouf parfois, mais vas-y, regarde, quoi. Et que les gens, par défaut, te disent fais partie de ceux qui sont des copycats, machin, etc. C'est dommage, c'est triste, mais je les comprends. Sincèrement, je les comprends. Et pour autant, j'en fais, mais je les comprends. Voilà, c'est dur, mais en vrai, je suis dur avec moi, et je suis dur avec toutes les vidéos que je regarde, et j'ai très peu d'abonnements dans moi-même, j'en ai 80 depuis 10 ans, donc je m'abonne à très peu de choses, donc... Voilà, soyez pas surpris, j'ai aucune haine envers personne ni quoi que ce soit, même j'arrive à un peu comprendre pourquoi pourquoi les gens en ont marre. Parce que ça se comprend, en réalité ça se comprend. Voilà, bref, et du coup, tout ça pour dire que ça m'a rajouté un peu plus de stress,
sur ma vidéo, et au final, bah, ça a retardé d'1 ou 2 jours, je dirais. Je pense au total, ça a enlevé un petit peu d'envie de travailler, etc. J'ai pas arrêté pendant 1 ou 2 jours, juste moins travaillé, et au final, je pense que ça fait 1 ou 2 jours de perte, et au final, bah, ça a fait ce choix, etc. Parce que c'est un milieu qui peut être un peu stressant, et j'aime bien parce que c'est totalement, un peu, j'allais dire pas du tout, mais de manière très ironique, totalement ce que je voulais pour faire, eh bien, une transition sur le métier, sur la question, est-ce que le métier d'influenceur, c'est vraiment dur? Parce que j'ai vu une vidéo sur Twitter qui a fait pas mal de bruit. Ah ouais, non mais c'est très twitterisé cette vidéo, mais au final, bah, tu la vois rarement sur Instagram. Les vidéos qui font parler et qui font parler le public, c'est soit la vidéo en elle-même, soit sur Twitter, rarement autre part. Hein. C'est l'intérêt de Twitter, certes ça gueule beaucoup, mais au moins, bah, parfois, t'apprends des choses et tu vois la vie des gens plus facilement. Et en fait, c'était un streamer, alors je ne sais plus qui s'appelle, ça commence par Y, c'est Yoka, Yosa, je ne sais plus du tout, vraiment je ne sais plus, quoi qu'il en soit, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il relance un débat qui est énièmement fait, qui dit ah ouais, non mais moi, je trouve que le métier d'influenceur, il est vraiment très dur, enfin, là il est streamer en question, il est vraiment très dur, je pense pas que vous vous rendez compte, et je crois qu'il disait qu'il est plus dur que la majorité des métiers, en tout cas c'était de cet ordre d'idée-là, en question. Et quoi qu'il en soit, même s'il a pas vraiment dit ça, ça me permet de lancer ce sujet, qui de toute façon, c'était le débat en question. Est-ce que le métier d'influenceur, c'est vraiment plus dur? Question que je vais essayer de répondre, de mon avis, qui, je pense, a eu le temps d'être un peu plus mûri que certains, parce que certains le disent en stream un peu trop rapidement, parce qu'ils font influenceur depuis pas si longtemps, ou en tout cas qu'ils n'ont pas vu le métier depuis longtemps, ou alors qu'ils n'ont pas eu d'expérience à côté, qui font dire de référentiel, parce que bah, c'est assez rare que des gens aient fait des études, ou en tout cas aient fait un gros taf avant, et font des vidéos. C'est assez rare, ça existe, mais c'est vachement rare. En général, c'est plutôt la majorité des profils que vous voyez, c'est plus des gens qui ont soit arrêté au bac, ou alors avant, ou alors ont fait des métiers des métiers d'argent basiques, etc., qui sont en général peut-être parfois un peu durs, et qui au final vont faire des métiers d'influence, donc parfois il y a un petit peu moins de recul sur des métiers compliqués, parfois ou alors stressants, parfois il y a un peu moins de recul sur sur juste le métier d'influenceur en général ou quoi que ce soit. Et c'est dommage parce que c'est toujours répondu comme de la merde. Hein, je vais être honnête, c'est que toujours répondu comme de la merde. Je dis pas que ma réponse elle est vérifiable, c'est trop cool et je suis un mec trop bien. C'est juste bon, c'est dommage quand même un petit peu de faire n'importe quoi à chaque fois et de dire n'importe quoi à chaque fois. Donc on va faire une version longue, parce qu'on peut faire des versions longues ici, ça c'est cool. Est-ce que le métier d'influenceur c'est vraiment dur? Déjà, bon, on va statuer ce que c'est qu'influenceur. Parce qu'il faut mieux définir les mots de la question. Influenceur, ça peut vraiment être streamer, ça peut être youtubeur, ça peut être instagrammeur. Je vais enlever instagrammeur parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Parce que je n'ai pas trop fait, quoique ça peut être un peu ajouté. Mais quoi qu'il en soit, pas énormément non plus, même si ça reste un peu la même chose, la même merde quoi qu'il arrive, que ce soit streamer, instagrammeur, youtubeur, c'est toujours un peu la même chose au final, en termes de peur et de problèmes, etc. Après, bah, évidemment, il y a streamer, il y a streamer dont je vais pas mal parler parce que, enfin, il y a streamer dont je vais un peu parler parce que j'ai déjà un peu streamé, je vois à peu près quels sont les problèmes et je vois des gens parler de ces problèmes-là, etc. Donc voilà. Et youtubeur parce que c'est mon taf, hein, genre voilà, c'est littéralement mon taf. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment dur? Ça dépend vraiment de votre définition de... En fait, c'est là où c'est compliqué. C'est là où la question devient un peu plus compliquée. En réalité, l'énorme biais que la grande majorité des gens ont sur la question, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir que leur plus gros problème reste toujours aussi important, peu importe à quel point il l'est. Je vais m'expliquer. Tu sais, vous avez déjà vu ce truc où vous avez peut-être raté un examen, vous avez peut-être raté quoi que ce soit. Et vous arrivez dans une situation où vous êtes pas bien, t'es triste, machin, putain, j'ai eu 3 sur 20, ou j'ai eu 6 sur 20, ou j'ai eu 0, quoi que ce soit, peu importe. Ou j'ai raté ça, etc. Et il y a toujours un mec dans votre vie qui a toujours dit vas-y, il y a des gens, il y a pire, il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens machin. Il y a la guerre autre part, etc. Je sais pas si vous ça a fonctionné, mais cet argument n'a jamais fonctionné sur moi. Pour la simple et bonne raison que, en fait, votre plus gros problème actuellement, c'est vos études, ou en tout cas votre note. Il n'y a rien de plus gros, et vous le sentez vraiment mal, en fait. Ça vous fait vraiment mal. Et ça vous fait à peu près, bizarrement, aussi mal qu'une personne qui a des problèmes bien pires, en réalité. Peut-être un peu moins.
mais vous voyez l'idée, c'est de l'ordre d'idée. Vous vous dites pas « Oh, on s'en fout, c'est vrai, t'as raison, au moins j'ai un toit sur la tête ». Certes, mais en général, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, votre problème sera toujours à peu près, vous donnera toujours à peu près le même feeling en fait. Je vais donner un exemple, quand vous êtes dans un métier normal, bah, vos problématiques de salaire, de taf, de difficulté au taf, etc., c'est douloureux psychologiquement ou physiquement. Et au final, quand t'es influenceur, les problèmes de stats, je sais pas, de solitude, de machin, etc., c'est des problèmes qui, au final, paraissent aussi gros que les problèmes à côté. Alors que, en termes absolus, pas du tout. Genre, absolument pas. Mais en termes d'émotion, ça se ressent comme ça un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas dire que tous les problèmes... Justement, ce que je veux dire, c'est que tous les problèmes ne se valent pas. Mais émotionnellement, on deal à peu près de la même manière en réalité. Évidemment, il y a des choses tellement graves, il y a des choses bien plus graves que d'autres, et vous dealez vraiment mal avec, voire ça vous pousse à des choses pas très très bien. Mais vous comprenez l'idée. L'idée étant que, en fait, on n'arrive pas à... Quand on est dans un endroit X, l'herbe à côté paraît toujours plus verte, alors que, bah non, la réalité c'est que non, genre évidemment que non, voire même votre herbe elle est plus verte, mais vous vous en rendez plus compte, parce que vous êtes tellement habitué à votre herbe que vous regardez ce qu'il y a à côté. Vous voyez un peu l'idée ? J'espère me faire comprendre, parce que c'est pas forcément évident, et je sais que c'est quelque chose qui est un peu dit, entre guillemets un peu à l'arrache, qui fait que, bah évidemment il y a des contre-exemples, il y a des choses, etc. Mais j'espère que vous comprenez au moins l'idée. À partir de là, c'est là où en fait est le vrai problème. Les gens pensent que le métier d'influenceur est dur parce qu'ils se référencent à des problèmes qui, en fait, sont largement pas graves. Le métier d'influenceur en tant que tel est pas évident totalement, comme tout métier. Mais c'est ridicule de dire qu'il est plus dur que certaines choses. En fait, le métier d'influenceur, il a surtout un impact mental, pas physique. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais t'as qu'à être ouvrier, t'as qu'à être machin, etc. » Mais c'est des métiers qui ont un impact physique, pas mental, c'est pas pareil. En fait, ce genre de stress, on va dire, d'influenceur mental, etc., c'est des choses qui se rapprochent plus des gens qui font des métiers tertiaires, de gestion, on va dire chef d'entreprise, mais là c'est vraiment trop haut par rapport au... Ça a pas vraiment... J'essaye pas de dire que c'est égal, hein, mais je sais pas, tout ce qui est métier au service, c'est un métier de bureau en réalité, qui ont une pression beaucoup plus mentale que physique. Et cette pression mentale, elle est réelle par contre, cette pression mentale, elle existe. Il n'y a pas de pression physique sur ces métiers-là, et en réalité, c'est le métier d'influenceur a énormément de points cool. En réalité, tu travailles quand tu veux, tu fais les vidéos que tu veux, tu as une liberté totale, entre guillemets. Enfin, elle est à contextualiser, mais la liberté est presque totale. Et au final, la vie est plus... En général, si tu fais partie du top 1% ou moins, très bien payé. Et voilà, ça va, en général, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais il y a des pressions mentales. Déjà la pression de, en général, la solitude, parce que c'est un métier qui a comme... problème de te mettre en marge de la société, vu que c'est un métier qui est différent, t'as pas de collègues, c'est beaucoup moins évident d'avoir des relations avec les gens, etc. T'es aux marges de la société, c'est normal, c'est un métier différent, et c'est à peu près la même chose que les gens, enfin, c'est pour ça qu'en général, on rapproche ça du chômage, parce que c'est quelque chose qui te met en marge de la société, voire de chef d'entreprise, pour ceux qui ont décidé de se mettre un peu la tête haute. C'est des gens qui sont en marge de la société parce qu'ils tentent quelque chose qui est différent de ce que la majorité de la société tente. Donc c'est normal d'avoir un effet de solitude, et la solitude, et quand t'es seul à la barque, crée beaucoup de stress, parce qu'évidemment, surtout, je le sais parce que je suis seul à la barque, mais ça crée de stress au niveau des stats, ça crée de stress au niveau de la productivité, et puis faut être constant dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la discipline, et avoir de la discipline seul, c'est très dur, c'est très très dur. J'arrivais beaucoup mieux à faire des vidéos et beaucoup plus rapidement quand j'avais un taf à côté que quand je n'en avais pas, sauf que ça niquait un peu ma santé totale, parce que j'avais pas le temps de faire à bouffer, je mange genre mais moins, etc. machin. Quoi qu'il en soit, quand on n'a pas beaucoup de temps, on a envie très vite de faire ce qu'on veut en fait. Et quand on en a beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué de se discipliner. Prenez un exemple quand vous êtes en grandes vacances, ou des choses comme ça, tu dis j'ai rien fait. Ce qui est cool quand t'es en grandes vacances, et que du coup, t'as 2 mois à rien foutre, ou alors 3 semaines si jamais vous avez des vacances plus petites, et après vous savez que vous avez du taf. Mais quand vous avez temps théoriquement illimité, c'est beaucoup plus compliqué de se discipliner. Et ça, c'est des pressions mentales qui sont réelles, et c'est ça qu'impacte les gens. Ce qui impacte les gens, c'est la pression mentale. Et
bah, il y en a qui sont pas faits qui sont pas faits pour tenir ça, c'est tout. Et en fait, de mon côté, j'avais été très entraîné à la pression mentale. J'ai fait des études qui ont été parfois excessivement difficiles, en plus avec le Covid, donc ça n'a pas beaucoup aidé, le confinement et tout le bordel. Je l'en ferai un épisode un jour peut-être. Des études qui ont été excessivement dures et qui font que la pression mentale, je sais ce que c'est, et que je sais ce que c'est que le burn-out, et que je sais comment gérer des trucs comme ça. Donc au final, parce que j'ai déjà testé, on va dire. Donc au final, j'arrive toujours à m'arrêter au moment où ça a commencé à être un problème. C'est pour ça, par exemple, que la vidéo, je l'ai décalée. Il y en a qui arrivent pas, il y en a qui savent pas ce que c'est, il y en a qui ne connaissent pas. Donc évidemment, quand ils vont dedans et qu'ils vont tout droit et qu'ils savent pas quand s'arrêter et qu'ils savent pas se discipliner peut-être, même si c'est très dur, hein, moi non plus j'y arrive pas vraiment bien. Bah au bout d'un moment tu fonces tout droit dans un mur et tu dis bah c'est super dur en fait le métier d'influenceur. Non, c'est dur parce que t'as pas l'habitude en fait. Si t'as l'habitude, c'est pas trop un problème en réalité. Et d'un point de vue extérieur, t'es en mode mais mec, tu branles rien, tu fais que des vidéos ou des choses comme ça. Donc oui, mais quand t'as la pression mentale derrière et que t'es pas habitué, c'est très dur. Et donc c'est juste référentiel. Quand j'ai vu par rapport à mes études, par rapport au taf que j'ai pu faire à côté, quand tu vois le métier d'influenceur, c'est cool, c'est très cool. Et pour autant, quand je suis dedans, bah tu te dis putain, fais chier, j'ai ces problèmes-là, ce truc-là qui va pas, il y a ça qui m'emmerde, il y a ça je suis pas sûr d'y arriver, ça me stresse, etc. machin. Et au final, bah c'est une autre difficulté. Mais une difficulté moins grande en réalité. Quand on regarde à côté, c'est une difficulté moins grande. Donc est-ce que le métier d'influenceur c'est vraiment dur? Non, et en plus ça dépend. Parce que je trouve sincèrement, et ça c'est un avis, que le métier par exemple de streamer est infiniment plus simple quand tu réussis que d'autres métiers, que d'autres métiers de l'influence. Ce que je veux dire par là, c'est que un streamer, s'il réussit, bah il lance son stream, il fait des activités, il continue à faire un peu le clown en tant que tel. Enfin, vous voyez le clown, il fait le spectacle, il fait l'intérêt. Je dis le clown, c'est pas en mode il fait n'importe quoi, etc. Juste il met son masque, vas-y, on est en stream, on parle avec le chat, on est content, etc. Si t'as un streamer qui est dépressif, tu vas pas venir, tu vois. C'est un peu cette idée. Et il joue, il fait son activité, etc. Puis après, c'est fini, c'est bon, sa journée, finito, etc. Et en plus, entre guillemets, il a eu le temps de jouer, même si quand vous streamez, jouer, c'est différent. Mais c'est super cool quand même. Une vidéo, par exemple, en tant que youtubeur, c'est du réel taf. C'est-à-dire que... Enfin, du réel taf. À côté de ça, c'est du réel taf. Et ça ressemble à du réel taf en réalité. Je trouve que ça ressemble à du réel taf. Ça ressemble à faire un énorme exposé en réalité. Vous voyez, si vous voyez un peu ce que c'est. C'est quelque chose où, tu te dis, il faut que j'écrive. Écrire, c'est pas drôle, hein. C'est pas, tu joues pas, hein. Moi, il y a des jours où mes potes disent, tu veux jouer à League of Legends, tu veux faire machin, je peux pas. Parce que, je dois écrire. Et en tant que streamer, tu fais pas ça, par exemple. En tant que streamer, c'est tout droit, mon pote, hein. Genre, jouer, c'est un peu le but. Donc, au passage, pas que, mais c'est un peu le but. Donc bon, c'est quand même vachement plus simple que quand tu vas dire, je vais taper 10 heures d'écriture, de la voix off, où je vais passer mon temps à monter la voix off, et après, je vais monter. Là, c'est du réel taf, il faut faire beaucoup plus attention, parce que, c'est vraiment compliqué. C'est du réel taf dans le sens, c'est beau, c'est plus dans le sens où c'est difficile, t'as pas envie de le faire, en fait. En tant que tel, t'as un peu envie de le faire, mais t'as pas envie de le faire. Streamer... c'est plus compliqué, si t'as pas envie de le faire, ça se voit, c'est dommage déjà. Et c'est plus il y a plus du divertissement, il y a plus un côté divertissement derrière. Du montage, de l'écriture ou de la voix off, c'est pas divertissant. Sincèrement. C'est pour ça que les gens disent en général que les vidéos, c'est toujours douloureux. Parce que c'est pas drôle, c'est du taf, c'est réellement, t'es là à essayer de savoir comment mettre la musique au bon endroit, quelle écriture tu vas faire, quel mot tu vas utiliser, quel machin, etc. Surtout dans le storytelling en question, c'est des choses qui sont chiantes. Et ça s'approche beaucoup plus d'un vrai taf que streamer, qui là, il y a des difficultés. C'est indéniable qu'il y a des difficultés. Il y a des choses où t'es toujours stressé par rapport à tes stats, si les gens vont toujours t'apprécier. Faut être performant dans les jeux vidéo si tu fais de l'e-sport. Faut être drôle ou avoir des bonnes activités si tu fais du stream plus multigaming. Faut gérer parfois des chaînes de best-of. C'est la meilleure solution pour réussir à percer sur Twitch. Hein. TikTok ou YouTube, faut toujours avoir quelque chose à côté. Quoi qu'il en soit, il y a des choses derrière. Mais c'est un avis, je trouve que c'est largement moins un vrai taf que faire des vidéos travaillées. Faire des vidéos travaillées où tu allumes pas la caméra et tu dis pas « Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour machin », c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est beaucoup plus un vrai taf, parce que
bah faut être de la qualité, faut être bon là-dedans, et la concurrence elle t'attend pas en plus. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un vrai taf et qui du coup, bah au final t'oblige à des heures, à parfois avoir des employés, des choses comme ça, etc. Donc ça s'approche plus de ça, et je trouve ça plus dur. Je trouve ça largement plus dur parce que t'as moins le temps de taffer, t'as moins le temps de jouer, pardon, t'as moins le temps de voir tes potes, t'as moins le temps de tout. Mais c'est pas pour autant que streamer c'est trop facile, hein. Parce que la contrepartie, c'est qu'un streamer qui réussit pas, c'est infiniment plus dur et plus stressant qu'un youtubeur. Parce que, Twitch, c'est ultra dur de monter. Je suis des gens parfois depuis une année et demie, voire deux, tu les vois monter, mais ils passent de 10 à 20, à 50, à 100, à 100 viewers en 2 ans. C'est pas mal, hein, je dis pas, mais c'est long, sa mère, hein, et ça prend du temps. Le stream prend du temps, c'est 2, 3, 4 heures par jour. Et bon, voilà. Quoi qu'il en soit, est-ce que le métier d'influenceur est dur? Vraiment dur, pour répondre à la question. Non, mais il y a un biais, et il faut avoir de la santé mentale, et savoir la gérer, ce qui est pas évident. Et je dis pas que j'y arrive non plus, hein, c'est pas évident non plus, et il faut toujours un peu changer. Et oui, mais ça dépend duquel. C'est-à-dire que oui, ça peut être vraiment dur. Si t'es un streamer qui fonctionne pas, si t'es un youtubeur qui fait pas mal qui fait un taf qui ressemble beaucoup plus à de la production de vidéos réelle et qui est pas évident. Et voilà, à peu près, c'est tout, hein, à peu près, hein. C'est un avis, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez dire oui, non, machin, etc. Quoi qu'il en soit, ça reste, quoi qu'il en soit, plus simple qu'un vrai travail. Où bah t'as un salaire, t'as des attentes, t'as de la concurrence, t'as des gens que tu veux pas voir, tu peux pas taffer quand tu veux, etc. Il y a des avantages. Quoi qu'il en soit, il y a une espèce de graduation à avoir. Et il faut aussi se rendre compte de ce biais mental, et peu de gens se rendent compte de ce biais mental, c'est quand même vachement dommage. Voilà, c'est pour au moins répondre à la question. Et j'ai pas de transition. Pour la suite, j'ai pas vraiment de transition. Donc on va avancer sur une petite update sur ma manière d'écrire, qui est une update qui est importante parce que ça fait un peu de temps que je le fais maintenant. Et c'est une manière différente que j'ai d'écrire et qui prend du coup plus de temps au final, et ça peut toujours intéresser les gens. En fait, avant, ce que je faisais très régulièrement, c'est que j'écrivais directement mes vidéos. C'est-à-dire que par exemple, je mettais un titre sur mon fichier Word, et après, let's go, quoi. On essaie de faire l'intro, puis après on avance, sans vraiment trop savoir où je vais. Je sais où je vais, mais c'est pas évident. Parfois sur des vidéos qui ressemblent un peu plus à des vidéos essais, pas des vidéos où genre l'histoire de machin, mais plus comment ce truc-là fonctionne, ou comment machin a fait ça, etc. Ce sont des vidéos où c'est toi qui dois gérer le plan, et qu'il n'est pas écrit de base parce que l'histoire, voilà, c'est une histoire. Ça prend beaucoup plus de temps à faire et à réfléchir, et le plan au final et se fait un peu plus difficilement. C'est-à-dire que tu dis, ouais, comment je vais arriver là, etc. Les transitions, c'est compliqué, machin. Et je faisais ça. C'est des écritures qui n'étaient pas souvent évidentes. Parfois, je faisais une demi-page par jour. Et c'est relou. Hein, c'est très relou. Et au bout d'un moment, surtout quand la qualité augmente, tu te rends compte que ça rajoute des erreurs, ça rajoute des choses qui vont pas. Il y a des problèmes dans ton texte, il y a des problèmes d'incohérence, des choses comme ça. Donc, ça a été changé. Depuis, en fait, ça a été testé dans le jeu que vous ne comprendrez jamais. Ça fait plus d'un... 2 ans? Ça fait 1 an et demi? Non, ça fait 1 an et 2 mois. Ça fait 1 an et 2 mois, je crois. Oui, ça fait 1 an et 2 mois. Qui a été testé là, et qui est continué, c'est qu'en gros, à la base, ce que je fais, c'est que je décris... En fait, on va commencer par un essai tout court. Ce que je fais en général dans ces moments-là, c'est que j'écris les idées clés de ma vidéo. Donc, en général, il y en a 2 ou 3, grand max. Ça va rarement plus loin que ça. Intro... je sais pas, par exemple, le futur de la triche. Intro, c'est quoi le futur de la triche, comment fonctionne un réseau de neurones, et quelles sont les applications sur la triche, et comment fonctionnent les IA cheats. Voilà. Après, conclusion. 3 idées principales. À partir de là, je commence à décrire les idées secondaires. Donc, idées de type... on va prendre que comment fonctionne un réseau de neurones, parce que c'est plus simple pour moi. Comment fonctionne un neurone? Qu'est-ce qu'un neurone? Enfin, c'est quoi la structure d'un réseau de neurones? Attends. Je suis en train de réfléchir parce qu'il faut le faire en même temps dans ma tête, donc c'est pas forcément évident. On va faire ça comme ça. Idée principale. Qu'est-ce qu'un réseau de neurones? Idée secondaire. C'est quoi la structure? Comment ça fonctionne?
est-ce que c'est difficile, la difficulté que c'est d'utiliser les données, et la difficulté que c'est d'apprendre tout court. Voilà. À partir de là, bah, je l'ai fait partout sur toutes mes idées principales. Et mes idées secondaires ont des idées tertiaires, on va dire ça comme ça. Des idées tertiaires, par exemple, la structure d'un réseau, c'est quoi un neurone, c'est quoi un lien, et c'est quoi un biais. Voilà. Pourquoi c'est difficile d'apprendre? Par exemple, c'est un truc du genre, je le fais de tête, donc c'est pas forcément super évident. C'est quoi une courbe d'apprentissage? C'est quoi les données qu'on utilise pour comprendre si l'IA apprend bien? Et comment on arrive au résultat quand on veut? C'est quoi un minimum local, en gros? Voilà, c'est quoi un minimum local et c'est quoi un minimum absolu? Voilà, donc c'est des idées tertiaires, et à partir de là, c'est juste au final, c'est juste des paragraphes. À partir de là, je prends un autre papier, plein d'autres, parce que là, ça prend beaucoup plus de place, et je fais, c'est quoi un neurone? Un neurone, c'est machin, ça paraît de machin, et puis je sais que la transition va être c'est quoi un lien? Et donc, du coup, tu fais, mais du coup, ces neurones, ils sont liés. C'est quoi un lien? Un lien, c'est machin, et on continue comme ça, et à la fin, on a un texte complet, on est content, enfin, on a un plan très détaillé. En général, c'est plus des idées clés que des grosses phrases. Et après, je prends mon fichier Word et je déroule le plan, littéralement. Je rajoute. Et après, du coup, ce que ça fait, en fait, c'est que j'ai pas à réfléchir à comment mon texte est structuré. J'ai à réfléchir à comment il doit être bien dit. Et s'il n'y a pas d'incohérence. Parce que j'ai mon plan devant moi, littéralement. Je sais s'il y a des incohérences ou pas. Et je sais où est-ce que ça va. Et je sais littéralement où est-ce que je vais. Ce qui est cool, parce que ça me permet de dire « Ah ça, on en parlera plus tard. » Et c'est vrai, j'en parlerai plus tard. Je le sais, j'ai le plan. Et c'est beaucoup plus logique. Alors qu'avant, si tu déroules le texte sans plan, ou en tout cas avec un plan très basique, c'est plus compliqué, quoi. Faut refaire beaucoup d'allers-retours, etc. C'est plus compliqué. Donc ça, c'est les vidéos de base. C'est les vidéos essais qui sont, on va dire, bizarrement les plus simples à faire à mes yeux. Les vidéos un peu plus compliquées, c'est les vidéos où je parle d'un jeu et j'en analyse quelque chose. Là, il va falloir... En fait, j'ai deux choses. Déjà, j'ai une partie où je vais littéralement décrire l'entièreté du jeu sur une feuille. C'est-à-dire que, en gros, je vais pas dire en mode le personnage saute, mais genre, je sais pas... Prenons, qu'est-ce que je pourrais prendre? Super Mario Bros. Bon, le premier niveau, c'est un niveau où on apprend les Goombas, les tuyaux, les Koopas, et puis on apprend qu'il y a des passages souterrains si on va dans les tuyaux, il y a des pièces qu'on peut récupérer, il y a des power-up, et après on arrive au drapeau qui est la fin, plus on est haut, plus on a de score, il y a un temps, et on arrive au niveau d'après. Et on continue comme ça. En gros, ça devrait ça. Qu'est-ce que donne le deuxième niveau? C'est de l'underground, on peut casser les blocs si on est assez... Je crois qu'on peut casser les blocs si on est petit, on s'en fout. On peut casser les blocs, et puis il y a une sortie secrète. Voilà. Et puis on avance, machin, etc. Tout ça. Vous avez l'idée. Après, il y a une seconde... Comme ça, au moins, j'ai un papier avec l'entièreté de tout ce qu'il y a sur le jeu. En général, ça prend plusieurs pages. On parle de parfois une dizaine de pages. Après, sur un deuxième papier, je fais l'analyse que je veux en faire. Donc, je sais pas, l'analyse de Mario, c'est un peu compliqué, vous allez me dire, mais une analyse, c'est, cet endroit, ça veut dire ça, ce truc-là, il dit ça, machin, ce qu'on peut en retenir du jeu, tout ça, machin. The Longing, par exemple, c'est un peu court comme analyse, mais c'est une analyse de le temps, comment ça fonctionne, tout ça, machin. Et du coup, j'ai deux papiers, un truc qui se déroule du jeu et un truc de l'analyse. Après, la question, c'est le plan, qu'est-ce que je fais? En général, un plan, on fait pour que ce soit... On parle du jeu en entier, et après, on analyse. Il y a beaucoup de storytellers qui parlent juste du jeu. Pourquoi vous faites ça? Quelle est votre valeur ajoutée? Non. Déjà, faut pas faire ça, genre... Enfin, je trouve ça con, mais bon, c'est mon avis personnel. Il y en a qui disent oui, mais ça permet de découvrir des jeux à des gens qui n'ont pas fait. D'accord, mais un peu plus de profondeur, ce serait quand même pas mal, hein, je trouve. Mais bref. Quoi qu'il en soit... Vous pouvez parler du jeu, donc vous parlez du jeu, et après vous avez votre papier d'analyse à côté. Vous dites, est-ce qu'il y a de l'analyse que je peux caler dans le jeu, à la base? Est-ce qu'il y a des choses que je peux caler? Quelques petits trucs, quelques petites références pour donner un peu du grain à tout ça, de l'intérêt à tout ça, et après, une vraie partie analyse, où cette fois-ci vous partez dans l'analyse. Et c'est un peu à ça que ça sert, c'est que vous pouvez faire des parallèles entre ce que se déroule dans le jeu et votre analyse, et rajouter des petits trucs parfois. Comme ça crée quelque chose d'intéressant. Et à partir de là, vous créez votre plan. En fait, il n'y a pas vraiment de plan détaillé, parce que le plan détaillé, enfin le plan tout court, c'est résumé analyse. Et donc à ce moment-là, vous avez le temps de décrire ce qu'il y a dans le jeu, sans être trop descriptif, parce que c'est complètement stupide,
Faut arrêter, vraiment, c'est pas possible. Dire, bah là, le personnage il saute, merci, je le vois à l'écran, quel est l'intérêt de ta voix off? Faut arrêter, hein, je le dis parce que je l'ai vu dans trop de vidéos storytelling, faut vraiment arrêter avec ça. Et vous n'oubliez pas que le montage c'est une partie importante de votre vidéo, sinon bah, vous le dites littéralement à votre mec, bah ma vidéo sert à rien. D'ailleurs, parenthèse, c'est rigolo, sur le drama dont j'ai parlé, il y a un mec qui m'avait dit, bah moi j'ai une critique sur ta vidéo, c'est juste que, bah en fait je suis obligé de l'avoir en premier écran, je peux pas comme pas mal de vidéos storytelling l'avoir en deuxième écran. Et je suis un peu en train de lui dire, bah c'est un peu le principe en fait. Le montage est important comme la voix off. Si littéralement la voix off dit tout ce qui se passe à l'écran, fais un podcast. Pas un genre, ça sert à rien. Ou alors, monte le jeu sans montrer ta voix off, elle sert à rien. Faut arrêter avec ça. Vraiment, faut arrêter. S'il n'y a pas une analyse intéressante derrière, stoppez ça. On voit, on sait, on n'est pas con. Et sinon, bah, c'est que vous dites que votre vidéo n'est pas assez intéressante et qu'elle peut être vue en second plan. Et je trouve qu'il faut avoir quand même un petit peu d'ego au bout d'un moment. Merde, votre vidéo elle est intéressante, faites-la regarder au premier plan. Sinon, ça n'a aucun intérêt et la qualité de votre vidéo est vraiment pas ouf. Quoi qu'il en soit, je reviens, parce que ça m'énervait ça, j'en reviens au fait que voilà, l'analyse elle est là, et je décris pas l'entièreté du jeu, mais ce que ça veut dire au passage. Je sais pas, le personnage saute pas, en question on s'en fout, c'est juste tu peux dire au passage, on va atteindre cette plateforme, on va atteindre cet endroit qui va nous permettre de machin. C'est beaucoup plus intéressant que le personnage saute à cet endroit. L'idée c'est qu'il y a beaucoup plus un but que juste sauter. Sauter, bah oui c'est une action, mais une action a un but. Je simplifie, mais bref. Quoi qu'il en soit, à partir de là, je décris, moi c'est sur papier, je suis au stylo plume très exactement, hein, voilà. Je décris l'entièreté de tout ce que je fais sur un papier. Je décris ce qui se passe, pas ce qui se passe dans le jeu, mais ce que je veux en dire. Souvent j'ai un gameplay de nos commentaires ou mon gameplay à côté pour voir où est-ce que j'en suis, s'il y a des choses à ajouter, etc. machin. Et avec ça, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai un parti résumé de jeu, une partie analyse, je peux très bien faire des références à ce que je vais dire plus tard, ou voir comment je pourrais setup des choses. Je peux très bien setup des choses vu que je sais parfaitement où est-ce que je vais. Et je sais parfaitement l'analyse que je veux donner à la fin. Ça c'est très intéressant et c'est très utile. Et à partir de là, c'est simple, j'ai l'entièreté, je vais avoir un paragraphe, donc ça va être un truc genre, je sais pas, d'un truc où je dis une phrase, je donne une phrase, genre et c'est là que c'est vraiment intéressant, parce que ce jeu nous montre ça, voilà, et puis après, dans le jeu, on va faire ça, on va arriver là, et on va faire ça, etc. Comme quoi, ouais, ça a vraiment un intérêt par rapport à ce que je disais avant, machin, des choses comme ça. Et il y a toujours un lien avec les choses, et c'est toujours mieux d'avoir un script qui est lié. Et donc, c'est des phrases clés que je mets, et après, j'ai littéralement, encore une fois, la même chose. Je suis sur Word, et je déballe littéralement l'entièreté de mon script que j'ai écrit à la main. Là, par exemple, la dernière vidéo, sachez, le plan détaillé fait 20 pages. Voilà. C'est 20 pages, alors c'est... Oui, non, c'est 20 pages, c'est ça. C'est pas recto verso, c'est juste une page, donc c'est une feuille. Et du coup, il y a 20 feuilles, littéralement, de plans, là, je l'ai sous les yeux. Il y a 8 pages sur le jeu, sur résumer un peu le jeu et analyser rapidement, en tout cas donner des petits hints. Et les dernières pages, donc les 11 ou 12 dernières pages, c'est littéralement juste de l'analyse. Voilà. Et pour l'analyse en tant que telle, pure, genre vraiment mise, je l'ai sur fond, je l'ai écrit en rouge pour ne pas oublier que c'est l'analyse et l'autre c'est le résumé du jeu. Il y a genre 8 pages de résumé de jeu, il y a 8 pages d'analyse aussi, quelque chose comme ça. Et ce qui me permet de faire aussi, c'est quand je fais le plan, je peux aller revoir l'analyse que j'ai, et pouvoir savoir s'il y a des choses que je peux enlever, donc je les enlève, ou soit je coche les choses que j'ai déjà faites. Comme ça, j'oublie rien en plus. Ce qui est cool, ne jamais rien oublier, c'est quand même cool. Et à partir de là, je déroule et on est bon. Donc c'est une écriture qui est beaucoup plus longue, et j'en étais à là en fait. C'est-à-dire que quand je vous parlais du fait qu'il restait 6-7 jours, j'en étais, avant la vidéo et que je l'ai mise autre part, plus tard, j'en étais à la 12e page de ce plan détaillé. Donc vous vous rendez compte que c'est chaud, genre c'est quasiment impossible. Et au final, là j'ai beaucoup plus de temps, et ça me permet en plus au passage d'avoir des idées de comment montrer ça. En fait, maintenant que j'ai un plan détaillé, ce qui est cool, c'est que parfois pendant l'écriture sur le plan détaillé, et parfois pendant l'écriture sur Word, j'ai des idées de comment je vais montrer ça. Qu'est-ce qui rend intéressant? En fait, je segmente le travail. Au lieu d'avoir quelque chose, un Word où je fais tout en même temps, écriture, plan, comment le montrer, la musique, ce qui est très très démotivant, je fais un plan clair, précis. Le plan il est comme ça. Enfin, je fais d'abord plutôt une analyse des jeux ou un résumé de tout ce que je vois, de tout ce que je veux dire, etc. Toutes les idées. J'en fais un plan. Comme ça, j'ai les idées qui sont calées, avec les transitions qu'il faut au bon passage, etc. Parce que j'ai fait un résumé avant et que je sais comment je peux faire les transitions, etc. Qu'est-ce qui est intéressant, tout ça.
Et à partir de là, bah, je peux réfléchir pendant que j'écris le texte à comment je vais le dire. Juste comment. Pas pourquoi, pas où est-ce que ça va, pas machin. Je sais où ça va, faut juste que je réfléchisse à comment le dire bien. Et à partir de là, vous faites une vidéo qui est liée, qui est correcte, qui est intéressante et qui peut en plus être divertissante. Et ça, bah, c'est bien. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'est une petite update sur l'écriture que je fais parce que c'est quelque chose que je fais un peu plus, que je fais même à chaque vidéo et c'est beaucoup mieux, je trouve. Ça me permet de m'en sortir beaucoup mieux, d'avoir des textes qui ont beaucoup plus de sens et enlever tous les problèmes qu'il y a. Et d'ailleurs, dans le text Word, au passage, en général, j'ai retrouvé mes mots parce que ça commence à être de plus en plus dur de parler. Ça fait 1 heure que je parle d'affilée. Putain, ça fait déjà 1 heure. J'essaye en général de réfléchir à mes mots. Essayez d'éviter de dire choses, trucs, machin, sauf s'il y a un réel intérêt à le dire parce que c'est pas descriptible. Ou alors, et éviter de faire des choses avec des et, avoir et faire. C'est mieux de trouver des mots différents. Essayez d'éviter d'être trop répétitif. C'est embêtant. Et au passage, parce que je le vois un peu, essayez de rendre votre histoire avec un fil rouge. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur les vidéos, même sur des gens qui ont beaucoup d'abonnés, il y a des vidéos qui n'ont pas de fil rouge, qui sont chiantes comme la pluie, parce que tu sens que la vidéo a été écrite sans vraiment réfléchir soit à comment le montrer, soit à où est-ce qu'on va. Elles sont écrites selon le feeling. Et c'est très dommage, c'est très triste. Et d'ailleurs, au passage, c'est pour ça que je trouve que le storytelling, c'est compliqué d'avoir un monteur, ou en tout cas, il faut vraiment beaucoup lui parler, ou il faut vraiment beaucoup décrire. Ce qu'on veut, c'est que, en général, le texte est pensé pour être monté d'une certaine manière et pas d'une autre. Le texte est influence énormément le montage, c'est une évidence, mais beaucoup plus qu'on ne le croit, et c'est très intéressant de se pencher sur ça, et c'est pour ça que c'est très dur d'avoir des monteurs dans ces choses-là, et que les gens souvent montent tout seuls, parce que il en faut un qui comprend la vision, qui sait monter vraiment avec un point de vue autre que YouTube, parce que je n'aime pas du tout le montage YouTube avec des wouch, wash, bah, wouah. C'est insupportable, c'est vraiment... Enfin, si vous êtes un monteur et que vous regardez ça, je vais être honnête, j'en vois beaucoup des trucs de montage, j'en vois beaucoup des mails de montage, pas des trucs du coup, des mails de montage. Les monteurs montent toujours de la même manière. C'est très rare qu'il y ait un monteur où je me dis, lui, il sait faire des vidéos où le montage est un ajout, mais ne fait pas toute la vidéo. C'est excessivement rare de voir quelqu'un capable de faire ça, et c'est... En fait, j'en ai que 1 ou 2 personnes que j'ai vu faire ça, et c'est tout. Et du coup, j'ai jamais envie vraiment d'avoir un monteur, parce que c'est jamais ce qu'il faut. J'ai réfléchi, j'ai cherché des motion designers, j'ai cherché des gens à 3D, des choses comme ça. Ça, c'est toujours compliqué, c'est toujours un problème. Ça marche jamais vraiment bien. Les seules personnes auxquelles j'ai jamais eu vraiment de soucis, c'est toujours bien passé, en tout cas régulièrement, c'est les miniaturistes, des illustrateurs ou des gens qui ont fait par exemple des hamsters. Mais des gens qui touchent à la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on a un monteur, du coup le problème, c'est que il faut énormément dire dans le texte les intentions. Moi je le faisais, je sais que d'autres le font, où ils vont écrire énormément ce qu'ils veulent, à chaque ligne, voire même parfois à chaque ligne, et souvent à chaque paragraphe. Voilà ce que je veux que tu montes, machin. Alors vous, ça paraît être de la perte de temps, je me suis dit fais-le, mais entre le dire et le faire, il y a beaucoup plus de temps, parce qu'il faut trouver la vidéo, la mettre au bon endroit, bien la monter, ou parfois 2 mots peuvent mettre énormément de temps, genre, je sais pas, fais une transition comme ça, waouh, ça peut prendre parfois 2 heures, donc voilà, c'est quand même du gain de temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est excessivement dur, et ça perd toujours un peu de son âme. Et je vois des storytellers, et je sais qu'il y en a, qui font leurs vidéos via des choses, enfin des productions, et ça perd toute son âme. On va dire les termes, vous savez quoi, on va dire les termes, parce que voilà. Il existe une production qui est dans l'absolu une bonne idée, dans l'absolu c'est une bonne idée, mais qui marche moyen malheureusement. C'est fait par Lohan, et ça s'appelle Archiprod.
C'est une production qui, je crois est-ce qu'ils m'ont contacté? Je sais plus, je crois ils m'ont contacté pour être, pour juste des sponsors, je crois qu'ils m'ont pas contacté pour ça. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une production qui, en gros, va prendre une bonne presque une majorité, je crois, des revenus, mais je suis plus sûr, ou en tout cas une équivalence, des revenus de la vidéo, et va aider sur quelqu'un qui va aider à écrire le texte et quelqu'un qui va la monter, la vidéo. Sauf que c'est des personnes qui sont différentes et qui ont des points de vue différents ou des envies différentes. Certains ils s'en foutent, ils veulent juste monter et ta gueule, quoi. Et le problème de ce genre de choses, c'est que ça crée des vidéos qui sont, dans l'absolu, pas mauvaises. On peut pas dire que le mec qui écrit est mauvais, on peut pas dire que le mec qui monte est mauvais. C'est juste ça n'a pas d'âme, littéralement. Parce que le mec qui écrit n'a aucune envie de faire de la passion, il s'en fout, il écrit parce qu'il écrit, il faut écrire bien. Bon bah voilà, on écrit bien, par exemple on fait une biographie de quelqu'un, bah on l'écrit bien. Ah c'est bien fait, hein, mais ça n'a aucun intérêt, aucune âme, pas de blague, rien d'intéressant. Parce que bah, les blagues ou l'humour c'est quelque chose de personnel et parfois ça marche pas parce que bah, l'humour de quelqu'un ou comment il le fait, bah, ça dépend de cette personne. Et le monteur, bah, il a d'autres intérêts aussi. Parfois, il a autre chose à foutre que juste monter cette vidéo. Il va passer 3 heures à faire un truc parfait à un endroit ou une blague ou quoi que ce soit, etc. Parce que bah, le monteur, il est payé aussi. Ce qui fait que bah, le storytelling devient plus un travail de groupe. Et à partir de là, bah, c'est souvent pas ouf. Si t'es pas derrière, bah, c'est pas ouf. Et bah, en fait, ça fait des vidéos qui sont bien, mais des vidéos qui n'ont pas d'âme. Et la plupart des chaînes qui sont liées à Archiprod, qu'on le dise ou non, et moi je le dis, what the fuck, what the fail, on est sur une chaîne qui dit les termes, le Patooner plus, bah c'est des chaînes qui marchent pas de ouf. Par rapport à leur vue, bah les gens s'abonnent pas énormément. Parce que, à mes yeux, y a pas d'âme. En fait, c'est tout. Y a pas d'âme, c'est pas intéressant, y a pas de blague, c'est bien, franchement c'est propre, hein, mais c'est tout. Et donc les vidéos, elles marchent pas vraiment, parce qu'ils ont oublié quelque chose, c'est que une partie de ce qui fait que les chaînes fonctionnent, c'est aussi de l'authenticité. Le fait que la personne soit cette personne. Si Combo fait 1 million de vues ou 600 000 vues ou quoi que ce soit sur ses vidéos, c'est parce que bah, c'est Combo et qu'on l'aime bien et que ça fait longtemps qu'il fait des vidéos et que voilà. Si mes vidéos font tel nombre de vues, c'est parce que ça fait moins longtemps que je suis là, parce que bah, les gens m'apprécient, il y en a pas mal qui me connaissent pas encore, et puis il faut prendre du temps, etc. Et puis blablabla, tout ça. C'est tout. Mais les gens qui vont voir des vidéos qui sont, qui pourraient être France TV slash, en tant que tel, hein, c'est bien, hein, c'est juste sans âme, bah les gens sont en mode, ok, c'était une vidéo, c'était intéressante, j'ai eu le sujet que je voulais, c'est tout. Et c'est dommage, et c'est triste. C'est pas grave, parce que tout est fait, je pense, avec la meilleure volonté du monde de tous les côtés. Mais ça marche pas. C'est juste ça marche pas, en fait, il y a des gens qui font 3 millions de vues, et qui gagnent 4, 5 000 abonnés. 3 millions de vues par mois, c'est gigantesque. Hein. Moi, j'en fais 600 000. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Dans l'absolu, c'est déjà pas mal. Et ils gagnent 3-4 000 abonnés par mois. Ce qui est très peu quand des chaînes ont 100 000, voire 150 000 abonnés. Et en général, elles ont pas plus d'abonnés que ça, parce que c'est dur, au bout d'un moment, de faire rester les gens. Parce qu'au bout d'un moment, tu les touches tous, les gens, quand tu fais énormément de vues. Sauf que bah, c'est pas suffisant pour les faire abonner. Et souvent, les vidéos de 3 millions de vues sont faites par des shorts, ou alors des vidéos qui sont faites en une semaine. Et jamais, au grand nom, jamais, tu n'arrives à faire une vidéo bien en une semaine. Ça n'existe pas. Ou alors elle fait 5 minutes. Mais une vidéo bien de 30 minutes, ça n'existe pas. Il faut sortir ça de la tête, vraiment. S'il y a plus de quantité, la qualité y perd forcément. C'est une évidence, mais parfois j'ai l'impression qu'il faut dire des évidences. Mais quoi qu'il en soit, c'est dommage parce que tout est fait de la bonne volonté, mais bah, les chaînes gagnent peu d'abonnés. Pour moi, 600 000 vues, moi je gagne entre 6 et 8 000 abonnés. Parfois 12 quand ça marche vraiment bien, mais pour vous donner une idée. Donc quand on fait 3 millions de vues, donc quasiment 3,5, 4, 5 fois de plus, et que bah, ils en gagnent 2 fois moins d'abonnés, il y a un léger problème quand même. Et c'est un problème qui est pas assez mis en avant, c'est dommage. Je trouve que ça pourrait être amélioré, parce qu'au final, ça pourrait faire des bonnes vidéos. Ça fait déjà des bonnes vidéos, mais ça pourrait faire des vidéos encore mieux. Mais il faut soit que l'influenceur, soit la production se penche plus sur ça. Et je ne citerai pas ces chaînes-là. Je pense que de toute façon, sinon, vous peut-être les verrez si vous avez assez d'œil pour ça. Et bah, c'est des chaînes, c'est dommage. C'est juste dommage. Et c'est aussi un point intéressant pour vous dire, parce que c'est aussi pour ça que je viens de là, c'est un point intéressant pour vous dire que bah, ce genre de vidéos demande à avoir un peu d'âme. Si vous n'avez pas d'âme dans vos vidéos, c'est compliqué de faire des vidéos qui intéresseront les gens. C'est tout. Et ou alors ça fera des vidéos, mais bon, voilà quoi. Ça fera sur le long terme, ça va être un peu compliqué, je pense.
Et ça se voit d'ailleurs, en général, ces chaînes ont du mal à faire beaucoup de vues. Ont du mal à... Et dès qu'elles sortent un petit peu de leur thème principal, n'y arrivent plus, en fait. Ils s'en sortent pas. Alors que justement, c'est là une des valeurs du succès, ou dans le cas de l'intérêt des gens. Si tu changes de sujet mais que les gens regardent quand même, c'est pas mal quand même. Tu peux être content, tu peux te dire, ouais, c'est bien, etc. Donc bon, bref. C'était une petite update sur l'écriture, mais je me balade hein, dans ce que je dis. Vraiment, je me balade dans ce que je dis. Mais voilà, c'était au moins un petit podcast. Je pense qu'on va arrêter là parce que je commence à parler depuis 1h10 sans avoir bu ni rien et sans avoir mangé. Il est presque 16h, j'ai pas bouffé. Sauvez-moi. Mais je voulais parler parce que ça m'intéressait et parce que je voulais un peu discuter tout court. Je sais que j'ai pas répondu à beaucoup de questions. Je les lis, je les vois. Un jour, j'y répondrai, à un autre moment, je répondrai à toutes les autres questions, mais j'essaie d'éviter de rendre ça un truc FAQ pur, et bah juste, avoir quelque chose de plus intéressant, etc. Voilà. Et puis, si vous l'avez remarqué, d'ailleurs, j'ai enlevé les numéros pour les dire des trucs pour remplir le fond, parce que en fait, c'est dommage parce que quand tu vois que c'est le numéro 7, 8, 9, bah ça intéresse moins les gens, tu dis ah ouais mais c'est le 8ème, donc faut voir les autres, etc. Donc j'ai enlevé les numéros, mais les sujets sont différents, les miniatures, j'essaie de les rendre différentes pour qu'au moins vous sachiez ce que vous avez vu ou pas. Et sur ceci, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour, on se revoit je ne sais pas quand, possiblement peut-être pour répondre à des questions. Quoi qu'il en soit, je reviendrai quand j'aurai des choses à dire, et tant que je n'ai rien à dire, je préfère me taire tout simplement. Si, peut-être un truc qui pourrait vous intéresser. S'il y a des gens que ça peut intéresser, peut-être. Alors je dis ça un peu à l'arrache, hein. Peut-être qu'en y réfléchissant plus tard, je dirai en fait non. Ce serait peut-être cool de faire un truc où en gros, je prends une vidéo et je prends une des vidéos de personnes qui s'intéressent vraiment de prendre une vidéo et que je la décrypte et que j'aille la défoncer. Non mais gentiment, l'idée c'est pas la défoncer, c'est roast me, c'est du roast me, mais c'est juste du roast me pour le bon sens, de dire voilà comment tu peux t'améliorer, voilà les choses qui pourraient être mieux, voilà, etc. Ce serait intéressant, donc si les gens sont intéressés par ça, vous pouvez mettre en lien votre vidéo ou en commentaire ou quoi que ce soit, et bah comme ça peut-être que je pourrais faire un truc intéressant avec, et peut-être faire une série d'épisodes qui pourrait vraiment peut-être aider les gens à comprendre via les problèmes ce qu'ils peuvent faire de mieux. Et c'est quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant, tout évidemment en ayant l'autorisation du créateur, et évidemment sans être méchant ou quoi que ce soit. C'est jamais l'idée, même si je suis dur à la base, c'est jamais pour faire du mal aux gens, je l'espère en tout cas. Quoi qu'il en soit, bah voilà, je pense que c'est bien, c'est déjà une bonne conclusion, comme ça les gens qui sont restés, ils auront quelque chose de vraiment intéressant. Et sur ceci, eh bien, bonne après-midi, bonne soirée, bonne activité, peu importe que ça peut être. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir des trucs intéressants, j'espère. Et puis, si vous avez n'importe quel retour, n'importe quoi, eh bien, l'espace commentaire. Et si vous avez des vidéos à proposer, il n'y a pas de souci, des vidéos de vous, c'est mieux, quand même. Et puis voilà, sur ceci, eh bien, des bisous.